Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Pollack, agrégé et docteur en histoire, ATR en histoire contemporaine à l'université de Paris-Est Créteil, co-chef de projet au sein de l'ANR Témoin 3945 et chercheur associé à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Guillaume Pollack, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'auteur d'un premier ouvrage issu de votre thèse paru chez Talandier et intitulé L'armée du silence, histoire des réseaux de résistance en France entre 1940 et 1944. Et plus récemment, et c'est ce pourquoi nous nous entretenons aujourd'hui, vous avez publié aux Presses universitaires de France l'ouvrage intitulé 24 heures de la vie sous l'occupation, donc le volume Seconde Guerre mondiale d'une collection des PUF. Alors pour l'écrire, vous êtes parti de plusieurs carnets écrits par une Française. Est-ce que vous pourriez nous retracer un peu l'histoire de ces carnets ? Alors tout d'abord, merci à vous pour votre invitation et pour votre accueil. Alors oui, tout livre a une histoire et finalement une histoire assez personnelle, puisque pendant ma thèse, en fait, il y a maintenant 10 ans, j'ai reçu un coup de téléphone de collègues, en l'occurrence du musée de la Résistance de Bondu, m'informant que 2 carnets avaient été déposés dans leurs locaux, numérisés, et qu'ils permettaient de retracer l'itinéraire d'une résistante, d'une famille qui était donc la famille Van Aerde, et notamment de Céleste Van Aerde. Alors évidemment, à l'époque, j'étais en thèse, j'ai traité ces carnets comme une source, bien entendu, et puis après la publication de la thèse, on m'a proposé, donc les Presses universitaires de France m'ont proposé d'écrire cet ouvrage 24 heures de la vie sous l'occupation, et c'est vrai qu'à ce moment-là s'est posé une question, puisque je n'avais pas très envie de faire un énième ouvrage de la vie quotidienne en France sous l'occupation. Le défi était de faire tenir le propos, même de manière peut-être un peu artificielle parfois, sur 24 heures, et il y avait ces carnets que j'avais beaucoup travaillé, et qui permettait en fait de voir la vie quotidienne, de voir ce qu'était une expérience de l'occupation au plus près d'une famille et d'une femme, en l'occurrence Céleste Van Aerde, qui l'avait vécu. Et donc ce livre, je l'ai plutôt réfléchi de manière autour d'un questionnement. C'est quand on est finalement une famille, une femme en situation d'occupation au sein d'un territoire occupé, soumise à une administration militaire, quelle est cette expérience de l'occupation qui se dégage, quel regard porte-t-on sur ces territoires occupés, quelles sont les pratiques quotidiennes que l'on peut avoir au sein d'un territoire occupé, et comment s'engager dans un espace disciplinaire, fortement investi par une armée d'occupation. Et donc, sur ces questionnements, je suis revenu vers l'éditeur en disant, voilà, quel est mon projet, qui a été accepté immédiatement. Et donc, s'en est suivi ensuite 2 années de recherche et d'écriture pour aboutir à cet ouvrage. Et donc c'est un ouvrage qui est au format, comme les autres ouvrages de la collection, c'est assez court. J'imagine que c'était un véritable tour de force quand même de pouvoir sélectionner les points importants ou pas. Et donc comme on s'adresse à des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs en histoire, comment avez-vous procédé pour faire ces choix ? Alors déjà, c'était quand j'étais en thèse, et là je m'adresse effectivement aux étudiants, aux étudiantes, moi le meilleur conseil que l'on m'ait donné un jour, c'était une citation de Lucien Febvre, à savoir « complet ce mot d'enfant ou de vieux savant ». Donc l'idée, c'est pas de rendre quelque chose d'exhaustif, de faire une histoire totale, une histoire complète. Je ne suis ni un enfant ni un vieux savant, mais plutôt de questionner, de problématiser autour d'une source et d'en tirer déjà quelques informations envers une problématique. Donc effectivement, l'ouvrage n'est pas complet et j'assume totalement de ne pas faire des ouvrages d'histoire totale, complète, des réseaux ni des agents, mais par contre de poser véritablement 2-3 questions qui, dans le cadre de cette source, peuvent y trouver des réponses. Donc, ça a été effectivement une synthèse. Déjà, ces carnets, je les ai lus, relus, re-relus, etc. Et j'ai surtout cherché finalement
3 principaux thèmes qui, moi, m'intéressaient particulièrement. Alors, c'est des choix qui sont toujours très personnels et liés peut-être à des itinéraires de vie et des intérêts scientifiques. Mais finalement, le premier thème, c'était vivre au sein d'un territoire occupé soumis à une administration militaire. La deuxième, c'était finalement la manière dont dont fonctionne un couple, dont fonctionnent des individus, des femmes, des hommes dans ce territoire, quels sont les lieux qu'ils fréquentent, quelles sont les pratiques de ce territoire qu'ils développent, et enfin, dans ces appareils disciplinaires et dans ce territoire occupé, fortement occupé, puisqu'on est dans le cadre de la zone rattachée, j'imagine qu'on y reviendra, il y a en gros 20 nazis au mètre carré, comment on trouve le moyen, comment on développe des stratégies, des tactiques pour engager un combat résistant face à un ennemi qui est plus fort que soi. Alors, ce que j'ai trouvé particulièrement pertinent, c'est qu'en introduction, vous expliquez vouloir bien plus travailler sur les pratiques que sur les comportements. Et je trouve que ça s'est avéré particulièrement fécond. Alors, effectivement, déjà, il y a une question historiographique, puisque des chercheurs avant moi ont travaillé les comportements. Je pense notamment à l'historien Pierre Laborie, je pense aussi aux travaux de Cécile Vaste, on va pas faire de name dropping, voilà, mais la question des comportements, c'est une question historiographique déjà très parcourue, s'engager, ne pas s'engager, vivre l'occupation, voilà. Moi, je voulais dépasser cette question des engagements ou du non-engagement en expliquant que ces engagements, ils sont finalement partie prenante d'une expérience du territoire et d'une expérience vécue du territoire. Parce que pour s'engager, il faut déjà en avoir les moyens. C'est le fameux concept de sociologie de l'agency, donc notre capacité d'agir. Donc il faut arriver à développer des techniques pour à la fois survivre dans un territoire occupé et en plus développer des activités qui peuvent porter atteinte au pouvoir de l'occupant. Et ces activités, elles sont très nombreuses. Donc, la question des pratiques, c'est finalement envisager l'expérience de l'occupation au plus près de celles et ceux qui l'amènent, puisque au sein d'un territoire occupé et même au sein d'un couple, les pratiques des lieux ne vont pas être les mêmes. Le regard porté sur le territoire occupé ne va de fait pas être le même. On peut rentrer dans d'autres questions, la question du genre, la question des catégories socio-professionnelles. Bref, l'occupation, elle n'est pas une et elle est plurielle. Et au sein d'un territoire occupé, on a des pratiques qui sont à la fois collectives, mais fortement aussi individuelle, qui se développe. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis notamment appuyé sur les travaux de Michel de Certeau, en l'occurrence, l'art de faire, sur la question des pratiques quotidiennes. Mais il me semble que justement, avec la question des pratiques, on dépasse finalement cette question, d'ailleurs un peu sensible et parfois fortement caricaturée, des comportements et des engagements qui les sous-tendent. Parce que s'engager en territoire occupé, ça ne va pas de soi. Et pourtant, on sait que depuis la guerre, on a porté des jugements fortement caricaturaux sur ceux qui s'engagent, ceux qui ne s'engagent pas, etc. Comme si finalement s'engager allait de soi. Et justement, passer par les pratiques, ça permet de prendre, à mon avis, un peu de hauteur par rapport à cette approche et examiner ce qu'il y a finalement de plus important à mon sens, bien sûr, on peut ne pas être d'accord, mais ce qui est le plus important à mon sens, c'est l'expérience vécue au sein d'un territoire occupé, le regard que l'on porte sur ce territoire occupé, et comment finalement, dans ce territoire occupé, écrasé par une administration militaire, comment on trouve les interstices pour survivre, pour se nourrir, se vêtir, et donc aussi derrière pour s'engager finalement. Oui, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant, ça c'est très subjectif, en s'intéressant à une femme. Alors, avant que la guerre éclate en 1939, est-ce que vous pourriez retracer le parcours de cette future résistante? Qui était-elle? Alors, effectivement, la question de future résistante, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas de déterminisme dans les itinéraires, et j'ai presque envie de dire que même sous l'occupation, il y a plusieurs vies dans une vie. Alors, on est sur un couple, en fait. Alors, ils habitent à Tourcoing. On est en 1940, ce sera la zone rattachée. Le mari, Fernand Van Herde, est un ancien combattant. Ils se sont mariés avec Céleste en 1919. Ils ont 2 enfants. Ils ont une grande maison, c'est important à préciser, puisque cette grande maison va donner un certain nombre d'atouts sous l'occupation. Ils ont une grande maison au 27 boulevard Gambetta. C'est plutôt un couple plutôt bourgeois, conservateur. L'épouse ne travaille pas, mais le mari travaille dans une compagnie d'assurance. Donc on est sur un couple, je dirais, assez typique de la période
entre 1918 et 1939, avec donc, comme je vous disais, 2 enfants, et finalement une vie quotidienne, des sociabilités, des loisirs, et ainsi de suite. Donc un itinéraire, somme toute, des plus classiques. Et donc arrive la guerre en septembre 1939. Quelle est la trajectoire donc de Céleste, mais aussi finalement de ses proches, lorsque la guerre éclate, puis au début de l'occupation? Et est-ce que ce parcours est-il représentatif de l'ensemble des Français? Alors je dirais que la question de la représentativité, ça dépend en 1940 de là où on se trouve. En l'occurrence, Tourcoing, voilà, le Nord, c'est-à-dire l'endroit le plus exposé immédiatement à l'offensive allemande. Fernand Vanerde, à ce moment-là, est dans l'armée. Il va être d'ailleurs fait prisonnier un peu plus tard. Céleste est seul à sa maison avec ses 2 enfants. Offensive du 10 mai 1940, et on le sait, dans ce laps de temps de 6 semaines entre le 10 mai 1940 et le 22 juin, date de l'armistice, eh bien, l'armée française va se battre. Elle va se battre fortement, elle va se battre beaucoup, contrairement à une idée reçue. Mais au milieu de ces combats, il y a les civils. Des civils qui, effectivement, pour en partie, vont partir en exode. Mais ce que montre Céleste Vanerde, c'est que cet exode, c'est pas un exode, c'est pas une fuite au sens où on se dit on a peur des Allemands, on s'en va. Il y a le souvenir de l'invasion de 1914 et des violences commises par l'armée allemande contre les civils. Il y a le souvenir de la première occupation pendant la Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans. C'est la même génération, le couple Vanerde, qui a connu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la même génération. Et il y a au début de la part de Céleste l'idée, non, on va pas partir. Et finalement, c'est son mari qui lui envoie une missive en lui disant, là, il faut que tu t'en ailles, il faut aller vers l'Angleterre. Sauf que l'itinéraire de Céleste, il montre bien quelque chose, c'est que s'enfuir d'une zone de combat, ça ne va pas de soi, passer en Angleterre, c'est encore moins facile. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, départ, au milieu, on perd l'un des 2 enfants, Gisèle, qui est perdu dans la foule, et que décrit Céleste? Elle décrit les combats, la violence, des villages, des villes qui sont fortement atteints par les destructions, et surtout une impossibilité pour elle de partir et de passer en Angleterre. Ce qui permet quand même de rappeler quelque chose de très important, parce que l'idée reçue, ça aurait été que quand même les Français et les Françaises de 1940, c'était une bande de gros lâches, parce qu'ils n'ont même pas été capables de partir en Angleterre. Mais pour partir en Angleterre, il faut déjà en avoir les moyens. Il faut déjà arriver à parvenir jusqu'à la côte, trouver un bateau, trouver un équipage qui veut bien embarquer et espérer ne pas être torpillé au milieu. Donc, dans ces conditions-là, une épouse avec 2 enfants, le franchissement au milieu d'une région complètement saturée par les combats, et en plus les Allemands prennent rapidement Boulogne, ils arrivent très rapidement sur le littoral, eh bien la fuite, la sortie vers l'Angleterre ne peut être que l'exception plus que la règle. Et là, je fais un petit aparté. Si on suit les travaux qui ont été faits sur la sociologie des Français libres, je pense notamment à Jean-François Murassiol, qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, que les premiers Français libres, ce sont pour beaucoup des habitants des littoraux, notamment de la Bretagne. Mais pour des raisons finalement assez... ça ne veut pas dire que les autres sont moins résistants, mais qu'il est quand même beaucoup plus difficile de parvenir à un port quand on est de l'autre côté du territoire et qu'au milieu des blindés allemands dévalent. Donc on est véritablement là dans ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire une expérience concrète d'une femme avec ses 2 enfants, qui assiste à la submersion de sa région par une armée d'invasion, qui est dans l'impossibilité matérielle, logistique et j'ai presque envie de dire humaine de partir, et qui donc se retrouve coincée en territoire occupé. Ça permet de dépasser, à mon avis, la question de l'intentionnalité. Il suffit pas de vouloir, mais justement d'insister sur le caractère très concret de qu'est-ce que signifie partir en exode en 1940, qu'est-ce que ça signifie passer en Angleterre en 1940, eh bien, c'est loin d'être une tâche aisée. Et comment est-ce qu'elle en parle dans ses carnets de cette invasion? Alors, cette invasion, ce qui est très... Et c'est là où... C'est quelque chose qui m'a fasciné dans ces carnets, c'est l'ensemble du registre du sensible. C'est-à-dire que ce qui transparaît de ces carnets, c'est un regard. C'est d'abord un regard porté sur une France qui s'effondre, sur une société qui s'effondre. Alors elle décrit
les destructions, elle décrit les cadavres, elle décrit la panique des populations prises au milieu des combats. C'est très aussi, on est beaucoup dans le vocabulaire et dans le registre des sensibles, mais pas non seulement le regard, si vous voulez, mais aussi les odeurs. Quand elle décrit l'odeur des cadavres, quand elle décrit l'odeur de la poudre, des incendies, de la fumée, donc le toucher également, quand elle est obligée effectivement, eh bien, de trouver de quoi se nourrir ou de déplacer devant elle des obstacles. Bref, ce qui est fascinant dans ces carnets, c'est tout le développement du registre du sensible. C'est que l'expérience de l'invasion, c'est pas simplement une invasion, c'est pas simplement une armée qui arrive dans un territoire. C'est l'invasion du point de vue du regard, des sens de ceux qui vont la subir et qui la voient tomber sur eux et en l'occurrence sur elle. Donc c'est vraiment, on est dans des choses très concrètes, et ce qui m'a, là aussi on va sans doute en reparler, c'est que Céleste Van Aerde, quelque chose de très précieux dans ses carnets, c'est qu'elle dit je, c'est qu'elle parle d'elle. Elle parle d'elle en tant que femme, elle parle d'elle en tant qu'épouse, elle parle d'elle en tant que mère, elle manifeste par écrit les émotions qui peuvent la traverser, ses peurs, ses angoisses, ses craintes. Donc on est véritablement dans un document qui m'a semblé précieux. Alors on a toujours envie de dire inédit, mais enfin des carnets et des témoignages où une femme, une épouse, une mère va parler d'elle et pas nécessairement de son mari ou de voilà, elle parle d'elle, elle parle de ses enfants, mais surtout elle dit je. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Alors du coup, elle poursuit son récit et évoque l'occupation. Alors c'est pas n'importe quelle occupation, puisque le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à ce qu'on appelle le MBB, donc le Militaire Befehlshaber-Invaliden, et du coup pour le Nord de la France. Et donc du coup, elle a à subir une occupation qui est plus dense qu'ailleurs, enfin pas forcément plus dense qu'ailleurs, mais qui est quand même, les occupants allemands sont très nombreux. Je crois aussi que l'Oberfeldkommandantur 670 est assez autonome, donc peut-être que législativement ce ne sont pas les mêmes règlements que ce qui se fait dans le reste de la France. C'est là où c'est très important, parce que votre question est très importante, parce qu'elle soulève un enjeu qui, à mon avis, passe parfois un petit peu à la trappe si on observe l'occupation par le haut et si on veut faire une histoire globale de l'occupation. L'occupation, c'est d'abord un environnement, au sens géographique du terme. Donc si on veut comprendre une expérience d'occupation, il faut la replacer dans son environnement. Ici, vous l'avez dit, une zone rattachée, c'est-à-dire le Nord, le Pas-de-Calais. Avec la zone occupée et la zone annexée, donc l'Alsace rattachée au Troisième Reich, voilà. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 20 nazis au mètre carré. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire fortement investi par l'armée allemande, fortement investi par l'administration militaire. Il y a aussi quelque chose qui est très important pour comprendre l'expérience de Céleste Van Aerde, c'est le fait qu'elle habite en ville. Les villes, c'est là où pèse le plus l'appareil d'occupation et l'administration militaire. C'est en ville que l'occupant installe ses lieux de pouvoir, installe ses troupes, et donc en ville, c'est là où vous avez finalement les mailles les moins lâches, les moins dans lequel peut s'exercer une activité qui soit clandestine. À la différence, par exemple, du monde rural, qui est non pas que le monde rural n'est pas moins à souffrir de l'occupation, bien au contraire, mais la présence allemande est moins visible. En l'occurrence, si on prend Tourcoing, c'est le siège de la principale armée sur le front ouest. C'est le lieu où s'installent les services de renseignement de l'armée allemande qui captent les émissions radio et les messages de la BBC. C'est un endroit où on construit des bunkers. Bref, et en plus on n'est pas très loin de la frontière franco-belge, on est à quelques kilomètres à peine. Donc autrement dit, cette expérience c'est là où je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'occupation est nécessairement plurielle, puisque là vous êtes en territoire fortement investi. On est en 44, donc avril 44, effectivement, ça fait 4 années que les Van Aerde expérimentent l'occupation. Pour quelqu'un de Marseille, par exemple, zone non occupée, il n'y a pas d'Allemands, à quelques agents secrets près, jusqu'en 1942. Donc, de fait, l'expérience de l'occupation n'est pas moins douloureuse, mais elle n'est pas la même en termes de regard porté,
en termes d'expérience portée. Là, dans le Nord-Pas-de-Calais, Céleste Van Aerde, l'occupation, elle se manifeste par le regard, les croix gammées, les uniformes dans la rue, de manière sonore aussi, on parle allemand. Donc, vous voyez, c'est une expérience qui est extrêmement concrète de l'occupation et qui ne se comprend que si on prend en compte la géographie de cette occupation. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, en l'occurrence, de replacer cette expérience de Céleste dans son environnement. Et du point de vue des sensibilités, on peut littéralement dire que tous les sens sont littéralement investis par l'occupation dans cet espace-là. Tout à fait, et c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, l'historiographie de la résistance a encore un peu négligé ce thème. On connaît tout l'apport de l'histoire des sensibilités pour la Première Guerre mondiale, par exemple. Des collègues qui ont montré ce que pouvaient les concepts d'histoire des émotions, d'histoire des sensibilités, pour la compréhension de l'expérience du combat dans les tranchées, par exemple, pour ne citer que celle-là. Mais l'histoire des sensibilités, pour le moment, n'est pas vraiment mobilisée par l'historiographie de la résistance. Et donc, c'est vrai que la question que je me suis posée à partir du moment où j'avais cette expérience de femme, c'était finalement quel concept je vais utiliser. Je ne crois pas au concept unique pour comprendre ce qu'est une expérience d'occupation. Je ne crois pas qu'il existe une grille de lecture unique. Je pense que on est sur un mouvement social très complexe et sur des expériences qui, en tant que telles, sont très complexes. Donc, évidemment, les études de genre sont un concept très important, mais il me semble que ne faire l'histoire de l'occupation que par les études de genre, c'est manquer peut-être un certain nombre de choses. Donc, c'est pour ça que dans cet ouvrage, j'ai voulu éliminer assez rapidement la question du nombre, qui à mon avis n'est pas très important. Est-ce qu'on est représentatif d'un nombre plus global? Moi, ce qui m'intéresse, c'est une expérience concrète. L'expérience sociologique. Qu'est-ce que c'est qu'être une famille? Qu'est-ce que c'est qu'être une famille sous l'occupation? Mais surtout, mobiliser d'autres concepts, et notamment les concepts liés à l'histoire des sensibilités, l'histoire des émotions, à travers ces carnets, qui me montrait le regard, qui me montrait le ressenti, qui me montrait les émotions d'une femme confrontée à une situation anormale au sens fort du terme. Et alors, donc, Céleste Van Aerde, nous l'avons évoqué, hein, c'est une femme, c'est une épouse, c'est une mère, mais c'est aussi une résistante. Tout à fait. Et donc là, nous allons avoir plusieurs questions, mais à partir de quand commence cet engagement? Avec qui? Pourquoi? Est-ce qu'elle écrit ses motivations aussi? Alors, la question est complexe, parce que si vous lancez sur la résistance, on est parti pour des heures. Mais je vais essayer de vous répondre. Déjà en expliquant que on est là sur une forme d'engagement. Céleste Van Aerde, son activité résistante, concrètement, elle est au sein d'un réseau d'évasion qui s'appelle Bordeaux-Loupiac, qui est un réseau qui est piloté par les services secrets de la France libre, qui est le Bureau central de renseignement et d'action, BCRA. Alors, ils ont eu plusieurs noms, mais on va retenir celui-là. Le BCRA, du colonel Passy. Et finalement, d'une activité qui est, pour ainsi dire, passée pendant un moment donné un petit peu à l'écart de l'historiographie de la résistance et de la mémoire de la résistance, qui valorise finalement, dès après la guerre, finalement la résistance dans sa dimension virile. C'est-à-dire le maquisard barbu, surarmé, qui sabote des trains, qui sabote des trains, qui attaque 4 commandants tours avec 2 mitraillettes à la main, qui fait je ne sais combien de sabotages, d'attentats, etc. Un peu super résistant. Voilà, c'est un peu super résistant, sauf qu'eux, la plupart du temps, ils meurent à la fin, contrairement aux personnages du film. Mais en fait, là, qu'est-ce qu'on a? En fait, Céleste ne portera jamais d'armes. Céleste ne fera jamais aucun sabotage. Et donc, c'est finalement envisager la résistance dans un périmètre qui montre que, à mon sens, c'est vrai qu'on a toute une historiographie qui s'est questionnée sur le périmètre de la résistance, mais à défaut de vous donner une définition, ce qui caractérise l'engagement de Céleste Van Aerde, c'est un refus. C'est un refus d'une situation inconcevable. Résister, c'est agir, et c'est réagir à quelque chose qui est inconcevable. Et là, en l'occurrence, ce qui est inconcevable pour Céleste, c'est l'entrée d'une force d'occupation dans son territoire du quotidien, avec tous les problèmes sur lesquels on reviendra peut-être, de se nourrir, se loger, etc. Donc, le réseau d'évasion Bordeaux-Loupiac, c'est un réseau qui a pour objectif de rapatrier des aviateurs anglais vers l'Angleterre.
et américains, voire belges, enfin tous ceux qui tombent. Là aussi, la dimension géographique est très importante. Pourquoi on installe une équipe d'un réseau d'évasion dans le Nord? Eh bien parce que le Nord est sur la voie la plus rapide entre l'Angleterre et l'Allemagne dès 1942, quand il s'agit d'aller bombarder et de... Voilà, donc les aviateurs passent dans le ciel, se font abattre. Les travaux, notamment de Claire Andrieux, ont toujours montré que au sol, les aviateurs ont toujours trouvé dans la population française aide et soutien. Et donc, il s'agit de les protéger et de les rapatrier vers Paris, puis l'Espagne ou la Bretagne. Donc finalement, on est dans un engagement qui nécessairement implique le quotidien. Parce qu'à partir du moment où Céleste et sa famille doivent loger des aviateurs, ça veut dire qu'ils doivent bénéficier de moyens pour le faire, pour les nourrir, les vêtir, etc. Et c'est pour ça que l'engagement, le recrutement, alors le Fernand Van Aert, lui, travaille pour des réseaux de renseignement, notamment le réseau Zéro France, par exemple, mais la famille Van Aert, dans le cadre de ce réseau d'évasion, elle est recrutée en août 43. Août 43, c'est-à-dire elle est recrutée par le chef, il s'appelle Eugène Egdos, qui en fait, il les recrute pas pour rien. Ils ont une grande maison, ils ont des moyens, et surtout ils sont proches de la frontière. Ça veut dire que les aviateurs qui seraient susceptibles de passer la frontière depuis la Belgique jusqu'à la France, eh bien, auront un refuge immédiatement derrière, au sein d'une famille dont l'environnement, dont le lieu de vie, si j'ose dire, donne des atouts pour leur permettre de se protéger. On peut pas loger 3 aviateurs dans un 10 mètres carrés. C'est pas possible. On peut pas loger des aviateurs si on n'a pas les moyens financiers ou d'autres stratégies qui permettent de les protéger. Et donc, l'engagement de Céleste Van Aert, ses motivations, alors, à rebours, beaucoup de résistants, de résistantes ont invoqué le patriotisme, ce genre de choses. Mais là, concrètement, il y a à la fois une volonté de s'engager, mais en même temps, elle est recrutée parce que elle a une utilité, il y a un aspect très pragmatique, c'est que dans sa famille, on peut rendre des services à la résistance. Et donc, de fait, ce qui permet aussi de rappeler quelque chose, c'est que vous pouvez être tout volontaire que vous êtes pour aller dans la résistance, vous ne serez pas nécessairement recruté. Donc, toute la question du démembrement, etc., passe finalement un petit peu à la trappe, puisque comment on peut apprécier numériquement ce type d'engagement. Donc, concrètement, parce que ma réponse est un peu longue, concrètement, on est véritablement face à un engagement, et j'ai presque envie de dire un engagement au sens fort du terme. C'est un engagement qui s'inscrit dans un mouvement social beaucoup plus vaste, mais qui s'exerce dans des actes du concret, qui est la préservation et la protection de soldats alliés qu'il s'agit de protéger dans un surprenant d'ailleurs renversement des hiérarchies du temps de guerre. Normalement, ce sont les civils qui sont protégés par des militaires, et bien cette fois c'est le contraire. Et puis on y reviendra, j'en ai une autre question pour ça tout à l'heure, mais avec une prise de risque qui est assumée et considérable en plus. Oui, alors ça c'est quelque chose, c'est dans les carnets, il y a une phrase qui m'avait beaucoup interpellé, c'est au moment de l'engagement, quand le couple lui-même se dit, bon, nous, on est tout à fait d'accord pour l'engager, mais Céleste écrit, mais alors, et nos enfants? Parce qu'ils ont 2 enfants, quand même, qui sont en âge maintenant, qui sont en âge de prendre leurs décisions. On dit, mais par principe, il y a une chose qu'il faut bien souligner, c'est que l'engagement dans un résistant inclut, de fait, un horizon d'attente qui est celui de son arrestation et de sa destruction. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est manifesté dès le début. À partir du moment où on s'engage dans la résistance, il est intériorisé la question de la chute, de l'arrestation, de la destruction du corps, non seulement par la mort, mais par toutes les violences qui peuvent s'exercer avant la mort. Alors on va y revenir, hein, sur et particulièrement présent. Donc cet engagement, c'est un pari sur la mort. S'engager dans la résistance, c'est un pari sur la mort. C'est se dire, voilà, je suis averti, j'en ai pour quelques semaines, quelques mois, et d'ailleurs ils vont pas durer 1 an dans le réseau d'évasion, puisqu'ils sont recrutés en août 43 et ils sont arrêtés le 19 avril 44 au soir, donc c'est même pas 1 an. On est dans une moyenne globalement représentative, c'est que les résistants, eh bien, à quelques résistants inoxydables, si j'ose dire, eh bien la question de l'arrestation, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des résistants. Et donc, il y a effectivement cet horizon. D'attente. Je m'engage, mais je m'engage sur ma vie, je m'engage sur la vie de ma famille, y compris sur la vie de mes enfants. Ce qui veut dire que ce basculement,
il est extrêmement intéressant à étudier. Moi, c'est un grand questionnement, par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme ou d'un homme à qui on explique tu as probablement 6 mois à vivre, et une fois que tu seras pris, tu seras torturé, déporté, tué, etc. Et la personne y va quand même. C'est une grande question, c'est une de mes grandes questions d'historien, si je puis dire, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui provoque ce basculement, qu'est-ce qui fait qu'on y va quand même. Alors, donc du coup, si je comprends bien, c'est une activité résistante de couple. Comment est-ce que survit leur vie privée? Comment est-ce qu'ils composent avec ça? Alors, c'est là où c'est toujours très difficile à mesurer, c'est qu'effectivement, la question de la résistance envahit leur espace quotidien. Même si en soi, les aviateurs, je vais pas vous faire la géographie de la maison, encore que, mais concrètement, il y a un grenier, un premier étage, un rez-de-chaussée. Le lieu de vie, ils ont leur lieu de vie. Et puis, il y a le lieu de vie des aviateurs, la maison ne désemplit pas, pour le dire, il y a toujours des aviateurs. La maison ne désemplit pas, ils peuvent être entre 2 et 4 en même temps. Donc, la maison ne désemplit pas. Donc, effectivement, la question de l'intimité du couple, c'est une question très intéressante. C'est que finalement, comment est-ce que l'on garde cette intimité au sein d'un couple alors que des étrangers, au sens strict du terme, même si ils finissent progressivement à être considérés presque comme des membres de la famille. Voilà. Alors, il y a le fonctionnement des couples, on va dire des couples bourgeois de l'époque. Il n'y a pas grand-chose sur les carnets sur la question de la sexualité, même si on peut émettre un certain nombre d'hypothèses. Mais effectivement, dans les carnets, il y a un aspect qui n'est pas forcément développé, c'est celui de la sexualité, par exemple. En revanche, la question de la sexualité des enfants est peut-être un peu plus évoquée, puisque Gisèle Van Herde, Gisèle se fiance, son jeune frère fréquente plusieurs jeunes femmes, hein, je l'ai raconté dans l'ouvrage. Donc, ce qui est plus intéressant, je crois, là où c'est permis d'entrer un petit peu dans le fonctionnement de cette famille, c'est d'observer que dans le fonctionnement du couple et dans le fonctionnement de la famille, l'occupation et la résistance ne met pas fin aux pratiques sociales ni aux stratégies matrimoniales. En l'occurrence, dans le cas de Gisèle qui fréquente un jeune homme, on choisit de la fiancer, puisque dans le cas où le couple évoluerait, notamment peut-être vers une grossesse, éviter qu'elle soit fille-mère. Jean, l'autre fils, qui s'appelle Jean, lui fréquente, comme je vous l'ai dit, d'autres jeunes femmes, mais là il y a moins d'attention portée, moins de préoccupation portée sur les pratiques quotidiennes du fils envers les jeunes femmes, alors qu'une grande attention est portée sur ce qui se passe pour la fille. Voilà. Alors, ces 24 heures des Français sous l'occupation, c'est pas seulement ces 24 heures de Céleste Van Herde, c'est aussi l'occasion d'aborder plein d'autres éléments. Et ce qui m'a marqué, c'est que par exemple, vous évoquez des éléments qui ne sont pas forcément notés dans les carnets, mais parce qu'il faut les évoquer. Je pense par exemple au Parti collaborationniste. Ça, c'est apparemment quelque chose qu'elle n'évoque pas particulièrement dans ses carnets. Alors, elle parle, dans ses carnets, elle parle de tout ce qui pèse sur le territoire. Donc, elle va parler de l'administration militaire. Elle va pas parler du préfet. Par contre, elle va pas parler du préfet qui s'appelle Fernand Carl. Elle va pas parler du préfet. Par contre, le regard qu'elle porte sur le territoire occupé, c'est la présence des Allemands et la présence des polices allemandes, sur lesquelles peut-être on peut venir, ce qu'on appelle vulgairement la Gestapo, alors que la Gestapo à l'époque c'est pas la Gestapo, hein, c'est la CIPO-SD, l'Abwehr, etc. Ce qu'on nomme Gestapo n'est souvent pas la Gestapo, qui de toute façon n'existe plus en 1944. Elle évoque les partis collaborationnistes, en fait, et on sait qu'ils font partie du quotidien. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir que il y a des références aux gens qui travaillent en faveur des Allemands. Il y a des occurrences sur les personnes qui vont aider les Allemands, qui vont potentiellement dénoncer les résistants, puisque c'est une des grandes craintes qu'ils ont, c'est d'être dénoncés. Mais en revanche, c'est assez significatif, je pense, d'un état de fait, c'est qu'en zone rattachée, les partis collaborationnistes, c'est-à-dire le Rassemblement national populaire de Marcel Déat ou le Parti populaire français de Jacques Doriot, ils sont présents, mais de manière groupusculaire, y compris la milice qui a vaguement fait sa première réunion début avril 44, alors qu'elle est créée presque un an avant. Ce qui permet aussi là d'entrer dans une donnée intéressante, c'est que contrairement à l'idée reçue d'une population française à minima pétainiste, à maxima pro-nazi
et en tout cas passant son temps à dénoncer tout et tout le monde, on a au contraire dans ce territoire-là une très forte hostilité envers ces partis collaborationnistes. Moi, il y a une archive, alors je l'ai pas citée là, mais je peux vous la raconter ici. Il y a une archive qui m'a beaucoup intéressé, c'est ça se passe pour le coup au même moment à Roubaix, où vous avez une sorte de tractage du Rassemblement national populaire, et les collaborationnistes qui tractent à Roubaix se font rouer de coups par la population environnante, qui n'accepte pas leur présence. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de diminuer l'influence qu'ont pu avoir les partis collaborationnistes en territoire occupé. En revanche, dans l'expérience vécue de la famille Van Aerde, ils sont pour ainsi dire presque absents, aussi parce que en territoire rattaché, eh bien, ils sont pour ainsi dire complètement déconsidérés. D'accord, merci beaucoup. Alors du coup, on en arrive à l'événement clé de cette journée du 19 avril que vous décrivez. Alors, qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Et aussi, quelles questions ça a pu vous poser à vous en tant qu'historien dans la retranscription d'une violence à laquelle vous avez été confronté? Alors, c'est quelque chose, alors j'ai tenu à le dire en faire dès l'introduction, c'est que ces 24 heures de la vie sous l'occupation, c'est une tragédie grecque. C'est une machine infernale selon Cocteau. C'est que dès le début de l'introduction, j'annonce à la fin de la journée, ils sont pris. La journée, elle s'achève à 22h le soir par l'arrestation de toute la famille. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est pas de travailler sur cette journée de manière téléologique en prenant nécessairement cette arrestation, mais de montrer que cette arrestation, elle est la conséquence en fait de tout un appareil disciplinaire qui existe, de toute une présence massive des forces de répression allemandes, et que dans les interstices de la résistance et des pratiques résistantes, eh bien, pèse toujours la présence en face d'un occupant qui de toute façon est beaucoup plus fort. Donc la journée s'est bien passée, écrit Céleste quand elle commence à narrer comme ça. C'est que la journée s'est bien passée. Il y a eu les activités. On a deux aviateurs à l'étage. Bref, la journée s'est bien passée. Et le summum, la catastrophe. On parlait tout à l'heure d'histoire des sensibilités et la question du son, peut-être, qu'on peut évoquer. La catastrophe, c'est un coup de sonnette. C'est à la fois un coup de sonnette, mais aussi, depuis le jardin de la maison, le fait d'un seul coup d'entendre parler allemand. Et la catastrophe est là. C'est-à-dire que les Allemands ont identifié et ont localisé que dans cette résidence, eh bien, il y avait à minima un résistant, Fernand Van Aerde, connu sous son pseudo. Donc, on peut effectivement avoir, on peut pas forcément percer tous les secrets d'une arrestation. On peut en tout cas formuler des hypothèses. Il est beaucoup dit généralement que la dénonciation est à l'origine des arrestations, mais il faut pas oublier qu'on dénonce bien quelqu'un et que l'acteur principal d'une arrestation d'un résistant, ce sont les Allemands. Qu'il y ait des traîtres, qu'il y ait des agents doubles, oui, possiblement. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui sont à l'origine des arrestations, c'est d'abord et avant tout les polices allemandes avec leurs supplétifs français, bien entendu. Alors, c'est vrai que le récit est peut-être un peu narratif, mais ce qui m'a intéressé à partir de là, c'est de voir cette manifestation d'un sentiment, alors un sentiment qui est présent tout le long des carnets. Tout le long des carnets, il est question d'angoisse, il est question de peur, il est question d'inquiétude. Il y a un rapport très compliqué à l'altérité dans un territoire occupé. L'autre peut tout aussi bien être un ami qu'un ennemi. Et là, ce coup de sonnette, c'est finalement la concrétisation de l'horizon d'attente dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'arrestation, ça y est, elle est là. Et cette arrestation, elle a des conséquences directes pour la famille. C'est que la première violence, c'est la désagrégation de la famille. Où en fait, on va séparer les membres de la famille les uns envers les autres, et on va notamment emmener Fernand Van Aerde dans les locaux de la police allemande, tandis qu'on va garder le reste de la famille à vue avant de les emmener pour interrogatoire de leur côté. C'est posé immédiatement une question, mais que j'ai pas fini de me poser, parce que c'est une question qui date de ma thèse, c'est ce qu'il se passe entre l'arrestation et la déportation. Fernand Van Aerde, le mari, va être déporté, le reste de la famille va être emprisonné à Los.
Entre les deux, il y a un point aveugle de l'étude de la répression, c'est l'interrogatoire ou la torture. Alors, on va pas rentrer ici dans l'ensemble des détails glauques, etc., mais peut-être quelques éléments malgré tout. On emploie beaucoup dans l'historiographie la question de la torture. Une personne a été torturée. Moi, ma question que je me suis posée pendant ma thèse et autres, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que cette expérience, qui est une expérience du corps, mais qui finalement participe à cet horizon d'attente de l'engagement, mais participe pleinement à une histoire du corps en résistance. Et ça, il faut vraiment, à mon avis, le dire. Donc, ce qui va se passer, sans rentrer dans une description, j'ai voulu finalement faire une explication problématisée qui évitait deux écueils. La première, c'est la description ad nauseam. C'est-à-dire que vous décrivez les violences pour décrire les violences, dans une sorte de voyeurisme qui n'est pas du tout ce que je veux faire. Et le deuxième écueil, c'est au contraire la question de l'euphémisation. Pour ma part, j'ai choisi de traiter le sujet de ce qu'il se passe pour Fernand Van Aerden quand il se retrouve en salle d'interrogatoire, sous l'angle d'une histoire du corps, et non pas sous l'angle d'une narration euphémisée ou ad nauseam. La torture est un lieu, et c'est ce qu'on voit dans les carnets, puisque Céleste Van Aerden va retranscrire le récit de son mari, qui est un homme, de ce qui lui est arrivé dans la salle d'interrogatoire. Et ce que l'on peut voir, c'est que la torture, c'est pas des psychopathes masqués et cagoulés qui n'ont que pour but d'arracher des hurlements de leurs victimes. C'est une torture qui est faite partir des procédures d'enquête. Et c'est d'abord un lieu. Et c'est très visuel d'ailleurs la manière dont ce lieu de l'interrogatoire est décrit, avec l'espace de la pièce, les meubles, les objets, etc. Et ensuite travailler sur l'anthropologie de cette violence qui s'abat sur le corps du résistant par le biais de coups, de noyades dans la baignoire, etc. C'est aussi une violence sexuelle à partir du moment où on dénude la victime et où on expose les organes sexuels au regard de tout le monde. Ça, c'est le premier aspect. Donc, pour cet aspect-là, j'ai vraiment voulu éviter, comme je vous ai dit, l'aspect euphémisé, tout comme l'aspect... Voilà, j'ai d'abord voulu travailler sur la question du corps. Et dans le cas de Céleste, elle va pas être torturée. Enfin, elle va être torturée, mais pas sur fond de coups. C'est pas des coups qu'elle va recevoir. Elle va plutôt être l'objet de tentatives, de stratégies de la part des polices allemandes qui portent sur elle un regard, c'est une femme, et qui vont essayer de manipuler ces émotions considérées par eux comme spécifiquement féminines. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire la question des études de genre et de travailler sur le regard aussi du bourreau sur sa victime, en lui faisant, en construisant autour d'elle un univers olfactif, sonore, visuel, qui vise à la contraindre et qui vise à la faire craquer. Je vais pas raconter 25 anecdotes, mais par exemple, elle raconte dans ses carnets, au moment où elle est menée à une salle d'interrogatoire, elle croise une autre résistante, elle-même une femme, enceinte, et qui explique avoir dû choisir entre son mari ou son bébé à naître. Les Allemands leur disent, tu dénonces ton mari ou alors ce sera ton bébé. Voilà, donc encore une fois, je pense que le sujet, sans en rajouter de ce qui apparaît être comme une violence extrême, doit être problématisé. Pas dans des narratifs descriptifs qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être, mais dans une forme problématisée autour des outils et des grilles d'analyse de l'historien, de l'historienne et des sciences sociales en général, histoire du corps, histoire des sensibilités, anthropologie, études de genre, pour ne citer que quelques-uns. Et alors peut-être pour terminer, une dernière question qui va un peu au-delà de l'ouvrage, du coup, c'est l'après-arrestation. Enfin, vous avez déjà un peu évoqué, mais donc elle est emprisonnée dans la prison de Loos, jusqu'à quand? Et ensuite, comment se passe ensuite la fin de la guerre pour elle et pour ses enfants, et quand se met-elle à écrire? Alors, elle se met à écrire tout de suite après la guerre, mais comme beaucoup de personnes, et je vais revenir pourquoi. Sur le fait pourquoi. Premièrement, il faut bien voir que Céleste Van Aerden passe d'un lieu d'oppression à un autre.
Le premier lieu d'oppression, c'est la zone rattachée où s'exerce le pouvoir d'administration militaire, et elle est emmenée en prison, où elle va rester jusqu'à la fin du mois de juillet 44. Pourquoi elle est libérée? C'est parce que son mari prend tout sur lui, se déclare comme étant le seul responsable de l'activité résistante, et de fait les Allemands vont se concentrer sur lui. Mais ce qui est intéressant, alors je l'ai pas vraiment développé dans le carnet parce que ça sortait mais bientôt, c'est l'expérience qu'elle a en tant que prisonnière en prison. C'est-à-dire l'expérience qu'elle a, là aussi c'est très visuel, c'est très olfactif, elle décrit les bombardements, elle décrit la peur qu'elle a. C'est une famille catholique, elle raconte se réfugier dans la prière, elle raconte les relations avec les autres détenus, elle raconte les violences contre les autres détenus dont elle est le témoin, et elle raconte quelque chose de très important, c'est l'incertitude dans laquelle elle est maintenue sur le sort du reste de sa famille. Et ça, c'est vraiment très important, parce que l'arrestation, c'est pas, encore une fois, la torture, c'est pas encore une fois simplement porter des coups sur le corps d'une personne, c'est asseoir la domination et jouer sur les sentiments, jouer sur tous les leviers qui sont à disposition. Le mari, Fernand Wanner, est déporté, et pour ainsi dire, la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que tout le monde vit à la fin. C'est que véritablement tout le monde est en vie à la fin. Cependant, tout le monde est en vie, mais quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, c'est la question de la sortie de guerre des résistants et des résistantes. C'est pas simplement l'économie de la reconnaissance avec les médailles, etc. C'est tout ce qui a trait à comment on passe d'une vie dans laquelle on a subi une situation de grande violence au retour à des actes du quotidien où l'occupation est terminée et où finalement l'occupant est parti et on a gagné. Et je ne crois pas qu'on sorte réellement de la guerre. Je crois que les sociétés peuvent mettre en marche des tactiques, des stratégies pour faire avec ce souvenir de la guerre, mais je ne suis pas sûr que l'on sorte véritablement de la guerre. Et ces carnets, c'est des carnets, alors à la base je n'aurais pas dû les voir, c'est des carnets qui sont vraiment des choses, des objets très intimes, et ma chance, si j'ose dire, ça a été de pouvoir, qu'ils aient été déposés à Bondu, à Bondu, et que du coup j'ai pu les voir, mais on est véritablement sur un acte, il me semble-t-il, où Céleste, par les mots, s'efforce de redonner du sens, de rationaliser une expérience qui, sur le moment, s'exerce finalement en dehors de tout ce qui pouvait constituer un horizon d'attente d'une société en paix, en fait. L'expérience de la résistance et de la lutte clandestine, ce n'est pas une expérience pour laquelle on est prêt. On n'a pas de préparation, il n'y a pas d'école d'entraînement des résistants et des résistantes. Alors il y a quelques centres d'entraînement à Londres, et la majorité des rapports qui nous arrivent après considèrent que l'entraînement reçu à Londres est complètement inadéquat au terrain. Donc bon, voilà. Donc on est face à une situation que rien n'a préparée, et où l'inventivité, la créativité, plus que les muscles ou l'exercice d'une violence débridée, a permis la survie et a permis le succès du combat clandestin. Mais comment sortir de ça? Comment revenir à ça? Alors ce qui est très intéressant, c'est que Céleste, effectivement, revient, pour ainsi dire, et réassigné à son rôle d'épouse, là où son mari, effectivement, déporté, grand résistant, et effectivement extrêmement courageux. Et ce qui était intéressant, justement, dans ces carnets, dans ce travail, c'est finalement de renverser un petit peu cette sortie de guerre, finalement, assez masculinisée, et de redonner sa place, voilà, à une résistante, une mère, une épouse, une résistante du quotidien, qui a mené un combat et qui a ensuite voulu le retranscrire pour sa famille dans des carnets, mais aussi peut-être pour essayer d'y retrouver du sens et de mettre des mots sur une expérience hors norme. Bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Il est temps de clôturer cet entretien, même si vous aurez encore plein d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.